Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le jeudi 16 février dernier, Emmanuel Macron a reçu au Palais de l'Élysée les membres du Forum de l'Islam de France, le FORIF. Alors c'est une institution qui devrait remplacer le Conseil français du culte musulman, le CFCM, créé en 2003 par Nicolas Sarkozy, alors qu'il était donc ministre de l'Intérieur. Alors le Forum de l'Islam de France, c'est une instance de dialogue direct entre les acteurs de terrain du culte musulman et les pouvoirs publics, qui a pour mission donc d'organiser l'islam en France. Alors les travaux ont été effectués par une soixantaine de membres, donc des ministres du culte, des aumôniers, des responsables associatifs, des représentants de mosquées, des intellectuels, des juristes. Alors l'événement s'est clôturé par un discours du président Emmanuel Macron dans lequel il a insisté, je cite, sur la lutte contre l'islamisme politique, le respect du principe de laïcité pour vivre ensemble dans la République. Alors on va l'écouter tout de suite, Emmanuel Macron. C'est les conséquences d'un islam dévoyé sans prendre le soin d'assurer à chacun des musulmans l'accès à un islam en France, à un islam des Lumières, c'était faire les choses à moitié. Et c'est dans ce cadre que le FORIF participe de cette ambition d'un réveil républicain. Et il prend place à côté de plusieurs initiatives, certaines qui préexistaient à tous nos travaux et qui ont joué ces dernières années un rôle important. Le FORIF, lui, permet à l'islam en France de structurer librement, en sortant des impasses précédentes, en redonnant de la liberté, de la responsabilité et donc de l'efficacité aux acteurs de terrain. Alors, ces travaux et ce dont vous avez restitué la substantifique moelle, si je puis dire aujourd'hui, c'est le début de ce chemin. Un dialogue de qualité entre l'État et l'ensemble de celles et ceux qui font vivre l'islam en France. Voilà, vous écoutiez Emmanuel Macron, qui a clôturé ce FORIF, Forum de l'Islam de France. Alors pour en parler, nous sommes avec Jean-Frédéric Poisson. Bonjour Jean-Frédéric Poisson. Bonjour. Vous êtes président du parti VIA, La Voix du Peuple, et vous êtes auteur de La Macronie et l'islamisme, 5 ans de l'HC, aux éditions Max Chaliol. Et nous sommes avec Driss Ghali. Bonjour. Que vous connaissez, qui est auteur marocain, qui vous êtes formé en France, expatrié au Brésil, et vous connaissez très bien les relations internationales, notamment entre l'Espagne et le Maroc, et vous êtes l'auteur de ce livre, Français, ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré, aux éditions L'Artilleur. On vous a reçu ici pour en parler, donc on invite nos auditeurs à revoir cette interview qui est disponible sur YouTube. Alors, vous avez écouté Emmanuel Macron, le président de la République, qui a parlé donc à la fin de ce FORIF. Il a aussi expliqué les précédentes instances présentaient des limites que j'ai déjà eu l'occasion de nommer. Il y avait un dialogue qui a existé, il y a eu des vraies avancées. Je ne veux pas sous-estimer ce qui avait été fait, par exemple par le CFCM, donc le Conseil français du culte musulman, Kamel Kaptan a expliqué que le CFCM avait fait avancer la représentation de l'islam de France, mais 20 ans plus tard, c'est un échec. Alors, est-ce que pour vous, le CFCM, qui est le Conseil français du culte français musulman, est un échec? Est-ce que ça a été un échec, cette instance créée par Nicolas Sarkozy en 2003? Oui, et puis ça ne pouvait être qu'un échec. L'islam et la France, c'est deux incompatibilités. Donc l'islam est un rival stratégique de la France, une antithèse de la civilisation française. On peut l'expliquer par mille et un arguments. Je ne dis pas que les musulmans sont les rivaux de la France. Il y a à l'instant même des musulmans dans la police française qui patrouillent Paris, qui luttent contre la criminalité. Il y a des musulmans qui soignent les gens dans les hôpitaux publics. Mais l'islam en tant que civilisation, proposition, est un grand rival de la France. C'est une grande machine à assimiler. Je prends le métro souvent, je suis toujours ravi parce que c'est toujours, j'ai un regard de sociologue, de voir le temps de jeunes noirs, maliennes, sénégalaises voilées. L'islam de France les a assimilés peut-être avant la République. Ça, je ne pense pas que M. Macron s'en rende compte. Lui qui nous parle d'islam des Lumières, moi je crois au Père Noël, mais pas à l'islam des Lumières. Et pourquoi c'est un échec? Parce que même nous, les pays musulmans, nous avons eu le plus grand mal à organiser l'islam chez nous. C'est toujours compliqué. Même au Maroc, qui est un pays soi-disant avec un exemple de la gestion de la chose, c'est très sensible. Évidemment, donc j'en veux à notre régime d'avoir créé le CFCM, aujourd'hui de créer le Forum sur l'islam de France, qui sont pour eux des gadgets pour occuper de l'espace et jouer au patron. Mais d'autre part, je me dis que c'est très difficile pour la France d'organiser l'islam de France, parce que vous n'avez pas les outils. Vous n'êtes pas un pays musulman, vous êtes de tradition catholique.
les progressistes l'ont oublié, mais la laïcité, ce sont les catholiques qui l'ont inventée. Et vous êtes un pays qui ne parle pas l'arabe classique. Donc, alors que les diasporas musulmanes de France et les musulmans en général, même au Pakistan, nous respectons ceux qui parlent l'arabe classique. Je vous donne juste pour vous dire le gap qu'il y a et la difficulté qu'il y a à surmonter ce défi-là. Jean-Frédéric Poisson, vous avez écrit La Macronie et l'islamisme, 5 ans de lâcheté, aux éditions Max Chaliol. Ça fait 30 ans qu'on essaye de créer donc, des instances de relations entre les musulmans de France et le pouvoir. Est-ce que le CFCM a été un échec et pourquoi, et si oui, pourquoi ça a été un échec, ce Conseil français du culte musulman? Avant d'écrire ce petit livre sur la Macronie et la lâcheté face à l'islamisme, j'avais également publié L'islam à la conquête de l'Occident, que j'étais venu d'ailleurs présenter sur votre plateau, qui confirme intégralement ce que vient de dire notre invité à l'instant, c'est-à-dire que il y a une incompatibilité théorique de doctrine entre ce que proclame et ce que promeut l'islam d'un côté et ce que veut dire de l'homme et de la société la Constitution ou l'ensemble des institutions françaises. Et d'un autre côté, il y a une incompatibilité pratique, et j'aime beaucoup le mot de rivalité stratégique qui a été employé par notre convive tout à l'heure, parce que c'est exactement ça. Le livre que j'ai écrit il y a 4 ans démontrait que l'intégralité des pays musulmans a adopté un texte qui marque clairement la volonté des États musulmans unanimement d'installer la charia en Europe, ce qui n'est pas exactement un signe de compatibilité de civilisation entre la manière dont les États musulmans promeuvent l'islam, ce qui est leur responsabilité et après tout leur droit de le vouloir, et la manière dont nous vivons nous. Cette incompatibilité fait l'objet d'une terrible incompréhension, d'un très grand aveuglement de la part de la quasi-totalité des responsables politiques français. C'est pas une question de haine envers les gens, c'est même pas la question migratoire, c'est une question de doctrine. Et comme l'Occident dans lequel nous sommes ne croit plus à la doctrine, ne sait pas ce que c'est que d'une certaine manière, accepter de soumettre sa conscience à une doctrine qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas la sienne propre, de contenir sa liberté dans des limites qu'elle ne définit pas elle-même, tout ça, nous l'avons oublié. C'est-à-dire que nous ne savons plus ce que c'est qu'une doctrine religieuse, ce que c'est qu'une foi, et la place que revêt la foi dans la vie de ceux qui y sont attachés, quelle que soit la foi d'ailleurs. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'est né, même il y a 20 ans, le CFCM voulu par Nicolas Sarkozy, qui part d'une bonne intention, qui ne pouvait pas fonctionner pour 2 raisons. La première, c'est que, contrairement à l'islam chiite, qui représente en France à peine 2% des croyants, l'islam sunnite ne reconnaît pas d'autorité, d'une certaine manière, ni politique, ni théologique. Il n'y a pas... comment dit-on ça Au fond, Nicolas Sarkozy et ses alliés dans cette affaire ont cru que l'islam, c'était le catholicisme des Arabes, pour dire les choses un peu à la serpe. C'est très différent de ça. Il y a une autorité doctrinale et une autorité politique dans l'Église au point que le pape est également chef d'État et qu'il siège et que le Vatican siège à ce titre sur les bancs de l'ONU et de toutes les instances internationales qu'il est représenté diplomatiquement dans le monde entier. Ça n'est pas le cas de l'islam. Et quand vous parlez avec les musulmans, les Marocains, pardon, chers convives, sont considérés par les Saoudiens comme un peu du rite vaudou, si vous voulez, du point de vue de l'islam. Et à la grande mosquée de Fès, si vous parlez de la mosquée de Médine ou de la mosquée d'Al-Azhar, on vous fait comprendre que le vrai islam n'est pas là. Il y a des rivalités internes terribles, il n'y a pas d'autorité dogmatique constituée. Donc le CFCM, qui voulait être à la fois une autorité politique d'un certain côté, une espèce de lieu de coordination de tous les musulmans de France et de Navarre, s'est heurté à cette réalité c'est intellectuellement dans l'islam sunnite, c'est impossible. Même la mosquée d'Al-Azhar ne réalise pas cette unité chez les musulmans sunnites du monde entier. Et puis deuxièmement, ce que d'ailleurs le président Macron a rappelé dans son discours de jeudi, l'islam en France, et là je fais la même distinction que tout à l'heure, c'est-à-dire je distingue parfaitement ce qui est la doctrine d'un côté et ce qui est le comportement des personnes de l'autre côté, parce que c'est l'évidence. L'islam en France est traversé par des influences étrangères qui règlent leur compte, principalement le Maroc et l'Algérie, mais pas seulement, la Turquie également, et puis les pays du Golfe. Des rivalités qui font que, eh bien, comment dire, quand on est algérien, on va à la mosquée algérienne du coin et pas à la mosquée du coin. Quand on est turc, on va pas à la mosquée qui est en bas, mais à la mosquée turque, etc., etc. Et on sait parfaitement que les réseaux diplomatiques se sont servis
de ces influences-là. Donc ça ne pouvait pas marcher, d'ailleurs ça n'a pas marché. On va reparler de ces ingérences présumées de plusieurs États musulmans, mais d'abord c'est l'heure du bulletin d'actualité d'Adèle Rosner. Nous reprenons cette table ronde donc sur le Forum de l'Islam de France, le FORIF, avec Jean-Frédéric Poisson et Driss Ghali. Alors Jean-Frédéric Poisson, vous nous avez parlé de cette ingérence présumée de plusieurs États musulmans. Je me tourne vers Driss Ghali pour parler de ces ingérences. L'idée du CFCM, c'était de se libérer donc des imams étrangers, notamment qui étaient payés donc par l'Algérie, par la Turquie, ce qu'on appelle l'islam consulaire. Alors, ça a été un échec là-dessus aussi, ce CFCM. Le CFCM a eu du mal à s'extraire de ces ingérences étrangères. Alors, juste pour répondre à M. Poisson, les Marocains, les Algériens, les Saoudiens, les Tunisiens sur l'islam, il y a aussi les Syriens. Il y a un conflit de légitimité. Il y a des grandes écoles. Je dis ça pour les auditeurs. Il y a des grandes écoles de religion, notamment à Fès et à Kérouan en Tunisie, dans le monde sunnite, donc dans le monde majoritaire. Et à Fès est née une grande confrérie qui s'appelle les Tijani, fondée par un Algérien qui est parti étudier à Fès au XVIIIe siècle. Tijani. Cette confrérie a beaucoup essaimé en Afrique. Elle compte des dizaines de millions de membres. Pourquoi je parle de ça? C'est pas pour tirer le tapis vers les Marocains, ou les Algériens en l'occurrence. C'est pour dire que la France, M. Darmanin, s'il faisait son job, parce que là, M. Darmanin confond un Anglais avec un Afghan, donc demain il confondra un chiite avec un sunnite et on aura la révolution. Mais si M. Darmanin faisait le job, et je lui donne le conseil gratuitement, contrairement à McKinsey, je l'inviterais à jouer sur les rivalités au sein du monde musulman, entre des gens de doctrine. Parce que nous, en France, nous avons toujours tendance à sortir les musulmans modérés qui ne nous font pas peur pour les mettre face aux islamistes. Or, les modérés ont plus peur que nous des islamistes que les Français de souche, on va dire, ou les laïcs. Il faut jouer plusieurs islams contre un autre. Et là, je parle comme un officier de basse police. C'est le boulot aussi du ministère de l'Intérieur, de faire le travail de basse police, parce qu'il faut organiser l'impuissance de l'islam de France. Et c'est ce qui manque à la feuille de route de M. Macron et le FORIF, tout ça. Ils n'ont pas compris qu'ils ont affaire à un rival. Il faut organiser l'impuissance du rival. Ça, on pourra en parler de la feuille de route. C'est très important. Et par rapport au CFCM, le CFCM était traversé par les influences Maroc, Algérie, vous avez tous les pays, la Turquie, tout ça. Vous avez le grand entrisme du Qatar avec les Rolex et tout ça, les valises de cash, Qatar Gate. Vous avez, il y a aussi un problème des diasporas en France. Les diasporas en France, parce qu'on parle de l'islam de France, nous devrions parler de l'islam de l'immigration en France. Parce que le substrat humain, ce sont les immigrés. Ces immigrés sont encore, et vous avez de la chance, sont déboussolés. Ils sont entre la France et le pays d'origine. Vous avez des diasporas qui s'organisent, mais pas vraiment. Quand je dis pas organisé, il n'y a pas de journaux de diaspora. Demain, vous en aurez. Le matin du Maroc de Paris. Vous aurez des radios de diaspora. Les Turcs de France. Et là, ça va être une autre conversation. Vous aurez des politiciens, des élus, des lobbies. Il n'y a pas de raison que les LGBT de France pèsent plus que les musulmans de France. C'est ce qui va nous arriver dans 10 ans. Donc, les musulmans de France sont encore déboussolés, ils sont encore entre deux mondes. Et ce qui fait qu'ils ne s'intéressent pas trop ni à la politique, ni à l'islam de France. Et ce qui fait que le CFCM a vécu un peu hors sol, c'est devenu une querelle de bureaucrates. Il y a des gens bien là-dedans, il y a toujours des gens bien partout, même chez les islamistes, il faut pas... Et puis il faut qu'il y ait des gens bien parmi les religieux pour qu'on discute avec. Sinon, s'il n'y a que des fous... Donc le CFCM a regardé son nombril pendant 20 ans, parce qu'il y a beaucoup d'argent là-dedans. Il y a le halal, il y a toutes les subventions. Donc c'est humain, quoi. Quand on est coupé de la société, on fait dans l'entre-soi, ça on connaît bien. Et il y a un entre-soi qui est difficile parce que même donc, au sein du CFCM, donc, il y a des fédérations et donc il y a des fédérations qui ont refusé de signer une charte, notamment sur la question d'égalité homme-femme, et c'est ça notamment qui a cassé le lien entre l'État et donc le CFCM. Jean-Frédéric Poisson, comment vous expliquez on essaye, vous l'avez expliqué d'ailleurs, qu'on essaye d'unir tous les musulmans français sous une même bannière, mais qu'en réalité c'est très difficile parce que eux-mêmes viennent donc de pays différents et ont des sensibilités à l'islam différentes. Oui, c'est tout à fait ça. C'est une autre erreur qu'on commet lorsqu'on regarde toutes ces affaires de loin, c'est de parler de l'islam comme s'il était unitaire, alors qu'il est sans doute plus fracturé, plus fractionné et d'une certaine mesure beaucoup plus fragile que
l'impression de puissance qu'il peut donner. Et alors, d'ailleurs, c'est pas l'islam en tant que tel qui donne une impression de puissance, mais les États politiques qui sont inspirés ou dont les dirigeants s'inspirent de l'islam ou sont eux-mêmes des musulmans pratiquants, quel que soit par ailleurs leur courant d'adhésion. Il y a, vous l'avez dit, c'est intéressant d'ailleurs, cet épisode qui a été mal commenté, je trouve. 3 fédérations, membres du Conseil français du culte musulman, le CFCM, ont refusé, comme vous l'avez dit, de signer la charte à l'époque. Mais il y avait 2 raisons. La première, c'était l'égalité femmes-hommes, dont je rappelle qu'elle fait l'objet d'un refus strict, formel, écrit dans le Coran, sans qu'il y ait aucune espèce de doute possible sur ce sujet. Alors, je ne dis pas que tous les musulmans pratiquent une vision de la femme et de l'homme qui est inégalitaire, je dis que le Coran les y invite, et que considérer que la femme est l'égale de l'homme dans le monde d'aujourd'hui, c'est prendre ses distances par rapport au Coran, ce qui, pour un musulman, est toujours compliqué. Mais il y avait une deuxième raison pour laquelle ces 3 associations ont refusé de signer, c'est que quand vous lisiez la charte de manière un peu détaillée, vous vous rendiez compte qu'en fait, les associations signataires, d'une certaine manière, acceptaient l'idée que c'est l'État qui décide de ce que vous avez le droit de penser et de ce que vous n'avez pas le droit de penser. D'ailleurs, de la même manière, ça a été d'ailleurs vivement critiqué par Kamil Kaptam, qui est l'imam de la Grande Mosquée de Lyon. Le grand problème de ce forum, l'Islam de France, c'est que ses membres sont désignés par l'État et pas élus. Oui. Ou du moins, ils font l'objet d'une liste et d'une proposition. J'imagine que c'est comme ça que ça se passe. Et en tout cas, la composition, in fine, est décidée par l'État. C'est la grande différence avec ce qui se passe pour le christianisme et le judaïsme. Ça n'est pas l'État qui nomme les évêques en France et qui ordonne les prêtres, et ça n'est pas non plus lui qui désigne les membres du grand consistoire, et donc ceux qui dialoguent avec l'État. Alors, il y a des raisons, ça n'est pas tout à fait la même chose, la situation n'est pas la même, et encore une fois, le christianisme et le judaïsme d'un côté acceptent l'idée d'une autorité politique et dogmatique, alors que l'islam ne l'accepte pas. Tout de même, moi je comprends très bien les associations qui se sont dit, mais ça n'est pas à l'État de dire ce qu'on pense, ça n'est pas à l'État de dire qui sont nos représentants, et ça n'est pas à l'État d'instaurer cette idée qu'il y aurait une vision du monde qu'on a le droit de porter quand on est musulman, puis une vision du monde qu'on n'a pas le droit de porter. Je récuse absolument cette vision parce que je pense qu'elle entrebâille la porte de l'interdiction de l'atteinte à la liberté de conscience. Comprenons-nous bien, je termine en une phrase. Je fais partie de ceux qui ne font aucune concession à l'islam comme système intellectuel. J'ai d'ailleurs démontré dans un certain nombre de mes ouvrages. Et je pense que l'État devrait être beaucoup plus présent sur la critique universitaire, le fait de passer le Coran au crible de la rationalité, comme l'Occident l'a fait pour les écritures sacrées judéo-chrétiennes depuis 20 siècles maintenant, et un peu moins présent dans la volonté d'organiser quelque chose qu'il n'organisera pas. Voilà, et malheureusement, il fait l'inverse. Driss Ghali, justement, là-dessus, sur une des ambitions du Forif, c'était de faire davantage appel à des représentants de l'islam des territoires. Est-ce que vous y croyez, ça, de faire appel donc, à des personnes, des musulmans de terrain, donc d'associations, plutôt que par, on va dire, une association comme le CFCM, qui était donc en fait une élite musulmane, peut-être déconnectée de la base des musulmans en France? Il faudrait d'abord contrôler les territoires. Voilà. Or, le ministère de M. Darmanin et le gouvernement de M. Macron ne contrôlent pas les 750 zones de non-droit, de son propre aveu, dénombrées par lui-même. Nous n'avons même pas de frontières. Nous ne savons même pas le nombre de musulmans que nous avons en France, parce qu'il y a les illégaux. Donc tout ça, c'est une vaste blague. Ces gens-là se fichent de nous. Ils gagnent du temps, ils doivent faire plaisir peut-être à l'Europe ou à Davos, ou je ne sais rien. Ils se fichent aussi des musulmans de France, parce qu'il y a un problème dans tous les islams, notamment l'islam qui existe en France. Il y a un problème identitaire dans le monde. Il n'y a pas que les Français qui sont concernés par ça. Il y a même les musulmans. Nous-mêmes, nous sommes concernés. Parce que ça va trop vite. Il y a une grande modernité. Il y a eu le Covid qui nous a massacrés. Le confinement a été un grand choc. D'où nous sommes tous face au grand vertige de la modernité. La conception in vitro, la transidentité, ça va très vite avec les réseaux sociaux, le changement climatique. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut pas... Enfin, il y a des vraies questions sur la table qui sont des questions décisives. Est-ce que c'est l'âme des gens, ce qu'ils peuvent penser, comment ils doivent vivre déjà, comment ils doivent vivre ensemble, et l'avenir de la France. Et ces questions-là, à mon avis, vont échapper à ce forum parce que les musulmans des territoires, c'est bien de les avoir, mais il faut aussi avoir des associations françaises laïques et des catholiques et les juifs et tout le monde. Parce que là, de quoi on parle? On parle de l'avenir de la France. C'est ça le sujet. Et moi, je suis très inquiet, c'est que
Là, on gagne du temps, parce que là, je vous dis, les gens sont encore déboussolés. Mais dans quelques années, vous allez avoir un défi de l'islam de France à la France. Parce que la laïcité, moi, je crois qu'elle est morte. À chaque fois que je prends le bus, moi, je vois des petits Français, des Jean-Philippe, des Jean-Marie, de ceux-là, qui jouent à la sortie de l'école avec des Mamadou et des Mokhtar et des Rachida. Dans 10 ans, ces gens-là, ils auront 18 ans. Et ils vont démanteler la laïcité. Parce qu'ils vont dire, il est hors de question que ma copine Rachida se voit refuser l'accès à l'école ou à la fonction publique parce qu'elle porte une abaya. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est ça qui arrive. Les Français de souche d'aujourd'hui qui ont entre 0 et 10 ans, ils sont déjà habitués à un monde non laïque. Oui. Et c'est ça l'enjeu. Et des gens comme M. Macron, tout ça, ils sont fichés éperdument, je veux dire. On va parler donc du problème aussi de financement de l'islam, que le Forif a refusé d'en parler. Je cite, Gérald Darmanin dit « L'argent existe dans l'islam de France, mais il n'est pas beaucoup utilisé pour les croyants. » Alors, quand on sait que le Qatar, la Turquie financent des mosquées en France, que parmi 150 imams turcs, la moitié sont des fonctionnaires rémunérés par Ankara, est-ce que c'est un problème justement, parce que c'est débile, mais qui paye comment, entre guillemets. Vous, Jean-Frédéric Poisson, vous en avez parlé dans vos 2 livres, donc La Macronie et l'islamisme, 5 ans de lâcheté, et L'islam à la conquête de l'Occident aux éditions Le Rocher. Qui paye commande en islam? Pourquoi le Forif ne s'occupe pas du financement de l'islam en France? Parce que ça prouve bien que, malgré tous les efforts des pouvoirs publics, dont je répète qu'ils sont encore une fois voués à l'échec, la principale question n'est pas posée, n'est pas adressée, comme on dirait en anglais. C'est-à-dire qu'il y a une très grande différence entre la manière dont je ne sais pas combien de prêtres étrangers animent les paroisses françaises aujourd'hui, je ne sais pas combien de rabbins, il y en a sans doute un certain nombre, qui sont auprès des communautés juives dans des synagogues de France et de Navarre, mais même quand ils sont étrangers, ils ne sont pas à la solde d'un État. Ils ne sont pas là pour faire valoir la stratégie de leur État d'origine dans leur pays d'accueil. Ils ne sont pas là pour défendre des intérêts, ils sont là auprès de la communauté religieuse qui leur est confiée. C'est ça leur première mission. Alors, encore une fois, je ne prétends pas que tous les imams qui sont envoyés par le gouvernement d'Ankara aient pour mission de servir les intérêts politiques de la Turquie. Il faudrait que je le vérifie, je ne les connais pas tous, mais enfin, il faudrait être naïf pour considérer que ce n'est pas le cas, quand même, au moins à titre de position de principe. Donc, ce qui est problématique, c'est très simple, c'est que nous réfléchissons sur un système intellectuel qui ne connaît pas la séparation du pouvoir politique et du pouvoir religieux, dans un cadre juridique et une culture qui est fondée sur cette séparation. L'Occident, comme Occident, n'existe pas s'il n'y a pas d'un côté César, de l'autre côté Dieu, et que leurs 2 pouvoirs sont séparés. L'islam n'est pas pensable si on sépare ces 2 dimensions. Et on essaye désespérément de trouver un terrain d'entente politique entre ces 2 visions du monde qui sont absolument radicalement opposées. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. La première raison pour laquelle la laïcité en France est en danger dès que les musulmans sont organisés, elle est très simple, c'est que les musulmans ne savent pas ce que c'est que la laïcité. Enfin, l'islam ne sait pas ce que c'est. Les musulmans savent très bien. Ceux qui sont, je mets des guillemets, et ça n'est pas péjoratif, occidentalisés, c'est-à-dire ceux qui sont habitués à notre mode de vie, comprennent très bien ce que c'est. Cherchez quelque part dans l'islam, quelles que soient les sources que vous consultez, l'idée de laïcité, elle n'y est pas. Vous ne la trouverez pas, parce que c'est pas pensable. Il ne peut pas y avoir dans l'esprit de l'islam d'autre loi que celle de Dieu. Point final. Et pour cette raison, comme il est interdit d'interpréter l'écriture, seuls les représentants d'Allah, je dis Dieu, il faudra dire Allah en l'espèce, inspirés par la vie du prophète, sont aptes à diriger la cité. Dès que vous sortez de là, l'islam considère qu'il est lui-même en danger. Donc il résiste, et donc il s'organise autrement. Il s'organise parfois à côté, et parfois dedans, en noyautant, en forçant et en entamant un bras de fer. C'est ce qui est en train de se passer, et le Forif ne changera rien à ça. Driss Ghali, sur le financement de l'islam en France, qui est un problème? C'est un problème. Là aussi, il faut qu'on sorte un peu de notre vision d'observateur critique. C'est difficile à régler, parce que il faut quand même financer les lieux de culte. Il faut, je vais faire des mécontents, ouvrir des mosquées. Après, où, quand, comment les construire, ça on peut en discuter. Mais vous avez une demande de mosquées. Ça coûte cher. C'est normal donc que le Maroc, que l'Algérie, que l'Arabie, que la Turquie financent. Est-ce que demain, si nous faisons une taxe sur le halal, c'était le sujet à un moment, est-ce que les gens ne vont pas crier, la droite, nos amis notamment de droite, à l'islamisation de France? Pourtant, ce n'est pas une si mauvaise idée que ça.
de mettre une taxe sur la viande halal, tout ça, pour financer tout ça. Vous avez aussi un problème, c'est que nous n'avons pas des fonctionnaires, nous n'avons pas les cadres en France pour prêcher dans les mosquées. On dit les Marocains ont signé un accord avec la France pour former les imams. Donc vous envoyez aujourd'hui des Arabes de France, vous les envoyez au Maroc, passer un stage, ils reviennent formés. Je crois que le Maroc est payé pour ça, ça s'appelle l'exportation de services. Pourquoi pas, c'est ça la collaboration. Mais pourquoi vous faites ça? Parce que vous n'avez pas les compétences. Dans vos facultés, vous avez des wokistes et des gauchistes qui ne veulent surtout pas comprendre que nous sommes différents, parce que pour enseigner l'islam, pour former des imams français, il faut que vous ayez des profs français. Or, les Français, ils ont peur de dire la vérité. Donc, au fait, vous êtes coincés. Donc, moi, je pense qu'il faut une feuille de route à long terme. Il faut être très réaliste et pas être puriste là-dedans. Et de toute façon, vous aurez à faire des aggiornamentos extrêmement douloureux dans les prochaines années, notamment sur la laïcité. Ça va venir. Et sur la démocratie, parce que ce problème de l'islam en France, moi je ne dis pas de France, je ne crois pas au Père Noël, comme M. Macron qui croit au Père Noël, l'islam des Lumières. Le problème de l'islam en France ne sera pas réglé par une voie démocratique, par le vote, non. À un moment donné, il faudra proposer un deal aux musulmans de France et aux pays d'origine, Maroc, Algérie, Tunisie, tout ça, Turquie, Qatar, tout ça, pour dire c'est ça ou rien. Mais le deal, vous ne l'avez pas, pour l'instant. Nous ne savons pas vraiment ce qu'il faut faire. J'ai des idées, je les vendrai à McKinsey $100 000 et McKinsey les revendront à M. Macron 10 millions. C'est la règle du jeu. Mais je veux bien des 100 000. C'est pour ça qu'il faudrait que vous les vendiez beaucoup plus cher, cher monsieur. et notamment sur Jean-Frédéric Poisson, je voulais revenir sur votre bilan de la Macronie que vous avez fait. Je rappelle que Gérald Darmanin avait dissous donc le CCIF, le Conseil contre l'islamophobie en France, après l'assassinat de Samuel Paty. Il y a aussi eu donc cette loi sur le séparatisme qui a été créée par Renaissance, par Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas il y a quand même une évolution, ou alors est-ce que ce FORIF c'est un énième écran de fumée? Est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience que il faut commencer à gérer l'islam de France? Vous allez me trouver de mauvaise humeur, mais je vous assure que c'est pas le cas pourtant. Je pense que la prise de conscience, j'espère qu'elle est là. J'espère qu'elle est là. Malheureusement, comme vous l'avez dit très gentiment, le livre sur la Macronie et l'islamisme démontre qu'en réalité, il y a vraiment toujours deux dimensions dans le macronisme, mais les Français sont habitués maintenant. Il y a le discours et la réalité, où il y a ce qu'on dit, ce qu'on fait. Enfin, il y a une duplicité permanente dans une large mesure. C'est le fameux en même temps macronien qui est en train de mettre la France, de la rendre folle et de nous mettre à genoux. Il a fait ça pour l'islam. Le discours de fermeté n'empêche pas un certain nombre de ses ministres et de ses députés d'aller participer à des inaugurations de musquets radicales, de soutenir des mouvements ouvertement contraires aux intérêts de la France. Je pense aux fameux Turcs de Miligorus qui sont soutenus régulièrement. Donc la prise de conscience existe peut-être. Il manque à la fois de l'intelligence, c'est-à-dire une connaissance précise de ce qu'est l'islam d'un côté, et d'un autre côté du courage, comme disait tout à l'heure monsieur. Nous n'avons pas la solution. Moi aussi, j'ai quelques idées, mais on va monter une société tous les deux et on va aller voir l'activité ensemble. Ça nous rendra un peu plus riche qu'aujourd'hui. Mais je crois que non, ça ne devrait pas changer grand-chose. Et je pense qu'il y a en plus... Il faut faire très attention parce que j'observe que sur la création de ce forum, la contestation n'a pas tardé. Y compris en provenance des milieux musulmans français eux-mêmes. Sur la question de la désignation, comme je disais tout à l'heure, c'est paradoxal de vouloir faire un islam des territoires et de nommer les gens depuis le haut. Enfin, il y a un moment où il faudrait quand même peut-être laisser la base des musulmans aussi parler, même si elle est facilement, contraignable, je ne sais pas si c'est très joli, par des éléments très très radicaux. Et deuxièmement, on voit bien que la réaction même du chef de l'État, qui ne comprend pas ce qui se passe, quand il dit lui-même qu'il va dissoudre le CFCM jeudi dernier, il oublie que c'est une association indépendante et que si le CFCM veut continuer d'exister, il existera administrativement, n'aura plus de mission, n'aura plus de contenu, ne sera plus l'interlocuteur de personne. Et vous voyez cette confusion permanente entre, d'un côté, je ne sais pas ce que c'est que l'islam, d'un autre côté, j'outrepasse mon rôle. Tout ça peut avoir sur les musulmans de France, même ceux qui sont très désireux de faire évoluer les choses favorablement, un impact négatif sur le thème, mais pourquoi on s'occupe de nous alors qu'on ne s'occupe pas des autres? Cette espèce d'interventionnisme d'État mal placé, et non pas sur le plan intellectuel, mais sur le plan opérationnel, me paraît
voué à l'échec et donc un élément de langage supplémentaire de mon point de vue. Driss Ghali, on va conclure avec vous sur il y a une prise de conscience ou alors notamment sur le collectif contre l'islamophobie en France qui a été dissous, sur ce Forif, est-ce qu'il y a une prise de conscience ou alors ça va continuer à couler et on va enterrer les sujets? Moi, je pense qu'il y a le feu dans la maison et on fait semblant de s'en occuper. On utilise des petits raccourcis. Là, c'est un gadget de M. Darmanin et M. Macron, le Forif. Ils croient rentrer dans l'histoire. Bon, j'espère qu'au-delà de flatter leur ego, ce machin, j'allais dire, et je dis ça gentiment parce que je veux pas insulter les gens. J'espère qu'il y aura quand même quelque chose qui va en sortir. Moi, je pense que tout n'est pas perdu si les Français, je dis parfois nous et vous, ça dépend, parfois je suis plus marocain que français, ça dépend, si vous commencez à faire enfin de la politique, c'est-à-dire lire Machiavel. Vous avez devant vous une chance, un argument. Ne dites plus maghrébin, ne dites plus musulman. Moi, je ne connais que des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Déjà, parce que vous créez un ennemi plus fort que vous. Il n'y a pas de front uni. Vous savez, Maroc-Algérie, on va peut-être avoir une guerre d'ici 5 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, commencer à jouer les rivalités. Ce que les musulmans arabes d'Afrique du Nord ont fait aux Noirs subsahariens est terrible. Il y a eu un esclavage terrible. Déjà, vous avez des arguments. Mais quand je vois vos élites et votre gouvernement, je dis, c'est comme garçon de café, il y en a certains que je ne prendrai pas. Et j'ai beaucoup de respect pour le garçon de café. Merci beaucoup, Driss Ghali. On conclura là-dessus. On rappelle que vous êtes auteur, que vous avez écrit notamment Français, ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré aux éditions L'Artilleur. Et Jean-Frédéric Poisson, donc vous êtes président du parti Via La Voix du Peuple. Et vous êtes auteur donc de L'Islam à la conquête de l'Occident aux éditions Le Rocher et de La Macronie et l'islamisme, 5 ans de lâcheté aux éditions Max Chaliol. Merci à tous les deux. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.